Une jeune fille part faire une course pour sa mère. Plus le temps passe, et plus il devient évident qu'il lui est arrivé quelque chose. Sans aucune piste, les autorités locales font appel au FBI pour obtenir de l'aide. Vicky Lynn Hoskinson n'est allée qu'à 2 pâtés de maison de chez elle, mais les recherches pour la retrouver conduiront les agents à travers 3 États américains. Lundi, le 17 septembre 1984, à Flowing Wells, en banlieue de Tucson, dans l'Arizona. Vicky Lynn Hoskinson, 8 ans, rentra de l'école vers 15 h. Elle aida sa mère à préparer une carte d'anniversaire à sa tante. Comme la sœur aînée de Vicky restait plus tard à l'école pour une pratique de course, la fillette demanda la permission à sa mère d'aller poster la carte toute seule. La boîte aux lettres ne se trouvait qu'à 2 pâtés de maison. Debbie Carlson autorisa sa fillette à y aller à condition qu'elle soit revenue au plus tard à 15 h 30. L'aller-retour vers la boîte aux lettres ne prenait pas plus de 10 minutes. J'ai envoyé Vicky par elle-même. C'était la première fois que j'envoyais un de mes enfants faire une course seul. D'habitude, nous les envoyons toujours en groupe. Pour la petite Vicky Lynn, c'était donc une première aventure en solo. Selon sa mère, elle était très fière de cette responsabilité. Elle promit de rentrer dès qu'elle aurait déposé la carte dans la boîte aux lettres. « 20 minutes après son départ, Debbie Carlson entendit avec soulagement la porte d'entrée se refermer. Elle fut surprise de voir non pas Vicky, mais plutôt sa sœur aînée, Stephanie. Sa pratique avait été annulée. Sa mère lui dit que Vicky était allée poster une lettre, mais qu'elle n'était pas encore rentrée. Stephanie croyait qu'elle était peut-être en train de jouer avec une de ses amies. Stéphanie m'a dit « Je vais aller la chercher, elle s'est sans doute arrêtée chez Jennifer. » Pour la 2e fois dans la même journée, j'ai envoyé un de mes enfants seul. Stéphanie trouva la bicyclette de Vicky par terre au bord de la rue. Vicky! Elle l'appela à quelques reprises. Vicky! Elle rentra à toute vitesse pour aviser sa mère. Immédiatement, mes antennes se sont mises en marche. Vicky n'aurait jamais laissé son vélo par terre au beau milieu de la rue, elle l'adorait. Elle en prenait grand soin. Debbie Carlson appela le bureau du shérif de Pima County. Elle demanda également à son mari de revenir du travail. La fillette n'avait disparu que depuis 90 minutes, mais déjà toute la population était en alerte. Tout le monde a réagi de la même façon. Quelque chose d'anormal s'était produit. La situation n'était pas habituelle. Debbie remit des photos de Vicky aux agents du bureau du shérif de Pima County. Les policiers refirent le trajet de la fillette pour tenter de voir où elle avait pu rencontrer le danger. Elle devait se rendre à la boîte aux lettres située devant une épicerie près d'une intersection passante. C'était seulement à quelques pâtés de maison de chez elle. Les policiers ratissèrent le quartier. Ils commencèrent par se rendre à la maison de la meilleure amie de Vicky. Madame Spencer déclara que ni elle ni sa fille n'avaient vu Vicky ce jour-là. Son fils de 5 ans parla aussi aux policiers.
Il leur dit que Vicky s'était arrêtée plus tôt et qu'elle cherchait Jennifer. Hey, is Jennifer? Quand elle avait appris que Jennifer n'était pas là, Vicky était repartie, après avoir vraisemblablement déjà posté la carte de souhait. Did you see her by the bike path? Quand le gamin eut terminé de raconter sa version aux policiers, deux autres garçons plus âgés s'approchèrent. Eux aussi avaient vu Vicky s'éloigner de l'épicerie. Juste avant de la croiser, ils aperçurent une petite voiture noire immatriculée en Californie. Elle roulait si lentement qu'ils la dépassèrent sans mal. La voiture se dirigeait en direction de Vicky. Les deux garçons ne restèrent pas assez longtemps pour voir la suite. Ils n'eurent pas l'occasion non plus de voir le visage du conducteur. Cette voiture immatriculée en Californie et qui roulait lentement était apparue au moment même où Vicky avait disparu. Les enquêteurs eurent immédiatement l'intuition que la situation était louche. Peut-être était-ce simplement l'invité d'un habitant de la rue qui cherchait une adresse. Toutefois, le shérif ne pouvait rejeter la possibilité qu'il s'agisse du ravisseur de la fillette. Les autorités prennent toujours ce genre d'affaires au sérieux. Ils ont appris à s'attendre au pire. Le shérif confia l'enquête au détective Gary Demers du service des homicides. Le shérif trouvait important de confier cette affaire au service des homicides, en raison du fait que Vicky Lynn Hoskinson avait disparu. On croyait qu'elle avait été enlevée et on savait fort bien que cette affaire risquait de se transformer en enquête d'homicide. On a donc fait appel à nous un peu plus tôt qu'à l'habitude. Quelques heures plus tard, on établit un poste de commandement dans une école élémentaire du quartier, fermée pour la journée. De là, on traita toutes les informations et les pistes. Dès que la nouvelle de la disparition de la fillette se fut propagée, il fut très facile de recruter des bénévoles pour répondre au téléphone. Les appels se mirent à affluer. Les policiers organisèrent une battue du secteur à l'aide de centaines de volontaires. Ils cherchaient méthodiquement, en formant des cercles de plus en plus grands du point où Vicky avait été vue pour la dernière fois. Ils ratissèrent les champs à la recherche d'indices sur la fillette. Mais on n'en trouva aucun. Avant qu'on ait eu le temps de s'en rendre compte, les minutes se sont transformées en demi-heures, puis en heures. De plus en plus de policiers sont venus, des citoyens de la ville aussi. Ils se sont tous joints aux équipes de recherche pour retrouver Vicky. En vertu de la loi fédérale sur les enlèvements, le bureau du shérif de Pima County était en droit de demander de l'aide au FBI. Le lendemain de la disparition de Vicky, l'affaire fut donc confiée à l'agent spécial Larry Bagley du bureau du FBI de Tucson. Une enfant d'ordinaire responsable avait quitté la maison et l'on avait retrouvé sa bicyclette au beau milieu de la rue. Elle n'était pas rentrée chez elle. C'était suffisant pour justifier notre implication sur la base de la loi sur les enlèvements. Dans le cas de la disparition d'un enfant, plus on agit vite, plus les chances de le retrouver sain et sauf sont grandes. Le FBI avait le pouvoir d'étendre l'enquête à l'extérieur de l'Arizona si cela s'avérait nécessaire. La participation des agents fédéraux donnait à Debbie Carlson l'espoir que l'affaire serait résolue rapidement. À quelques pâtés de maison de chez elle, au poste de commandement établi dans l'école, des policiers et des bénévoles continuaient à répondre au téléphone. Maintenant, toute la ville de Tucson semblait connaître la nouvelle de la disparition de cette fillette d'1,20 m, de 27 kilos, aux cheveux auburn. Et tous semblaient appelés. Parmi eux se trouvaient les habituels plaisantins et beaucoup de gens mal informés.
Il fallait répondre à tous les appels, les filtrer et les traiter un à un. Finalement, un des appels donna un réel espoir aux policiers. Une femme croyait avoir vu Vicki Lynn Hoskinson au centre commercial la veille au soir. Elle était caissière dans un magasin de jouets. Elle déclara à la police qu'une femme portant un chapeau à large rebord était venue accompagnée d'une fillette qui ressemblait à Vicki. La petite avait l'air inquiète. La femme tenta de l'apaiser en lui donnant un jouet. Elle paya en argent liquide. La caissière remarqua qu'elle transportait un sac d'un autre magasin du centre commercial. Après avoir payé, la femme et la fillette commencèrent à se disputer sur ce qu'elles devaient s'acheter à manger. La caissière accepta de se rendre au poste de commandement pour fournir une description de la femme à un dessinateur. Ce dernier dressa un portrait robot de la suspecte. C'était la première piste intéressante. À en juger par la façon dont la femme traitait la fillette, les enquêteurs croyaient qu'elle avait peut-être déjà perdu un enfant et qu'elle essayait désespérément de le remplacer avec un autre enfant. Il était rassurant de penser que le ravisseur de Vicki s'occupait d'elle, mais pour l'agent Bagley, cette hypothèse comprenait de nombreuses contradictions. Il était assez peu vraisemblable que quelqu'un ait enlevé Vicki Lynn pour la conduire ensuite dans un endroit public où l'on risquait de les voir. De plus, Debbie était persuadée que Vicki Lynn n'aurait jamais suivi une inconnue ainsi sans essayer de fuir. Seule possibilité, Vicki ne cherchait peut-être pas à fuir cette femme parce qu'elle la connaissait déjà. Les enquêteurs retournèrent dans le quartier de Vicki pour montrer le portrait robot de l'inconnu à la ronde. Malheureusement, personne ne l'a reconnu. Plusieurs personnes ont appelé en croyant qu'ils reconnaissaient la femme. Nos détectives ont remonté toutes ces pistes. Les enquêteurs fouillèrent le centre commercial. Ils s'attardèrent en particulier au magasin dont la femme avait un sac à emplettes. Une vendeuse reconnut la femme du portrait robot. Elle se rappelait également qu'elle était accompagnée d'une fillette et qu'elle portait un chapeau à large rebord, même si ce dernier détail ne figurait pas sur le portrait robot. Avec ces nouveaux témoins, la population de Tucson retenait son souffle. Peut-être retrouverait-on bientôt la petite Vicki Lynn Hoskinson en vie. À la fin du deuxième jour de recherche en vue de retrouver Vicki Lynn Hoskinson, 8 ans, les médias firent la couverture complète de l'affaire. Des équipes de journalistes locaux et nationaux diffusaient un bulletin spécial toutes les heures. Même si un témoin avait affirmé que Vicki se trouvait dans un centre commercial de Tucson la veille, les agents trouvaient improbable que le ravisseur ait emmené la fillette, toujours en vie, dans un endroit public. On poursuivit les recherches dans les secteurs ruraux avoisinants. Les enquêteurs essayaient aussi de préparer la mère de Vicki, Debbie Carlson, au pire. Le mardi, le deuxième jour, ils sont venus et m'ont demandé la permission d'entrer dans la chambre de Vicki. Ils voulaient restreindre l'accès à la pièce et prendre des échantillons de ses cheveux dans son lit. Ils ont aussi pris ses draps, son oreiller et sa brosse à cheveux. En les voyant prendre tout ça, j'ai compris qu'ils se préparaient à ouvrir l'enquête d'un homicide. Je n'étais pas prête à ça, mais pas du tout. Dans mon esprit, cette affaire n'était pas un meurtre.
Malgré leurs doutes, les détectives suivaient toujours leur unique piste. Ils tentaient d'identifier l'inconnu du centre commercial qu'une caissière avait vu en compagnie d'une fillette. Dans une école du secteur, un élève pensa reconnaître le visage de la femme. Il l'avait vue avec une fillette à bord d'une voiture foncée l'après-midi précédent. Il se rappelait que la voiture était une Monte-Carlo noire. L'enfant, qui ressemblait à Vicky, regardait à l'extérieur. Selon lui, la femme au volant était la même que celle du croquis. Cette voiture pouvait-elle être la même que celle décrite par les deux garçons à bicyclette du quartier? Au poste de commandement, les témoins de tous âges se manifestaient. Une femme vint en compagnie de son enfant de 3 ans. Elle aida son fils à décrire aux enquêteurs ce qu'il avait vu la veille. Il habitait dans la maison face à l'endroit où on avait retrouvé le vélo de Vicky. Selon sa mère, l'enfant jouait sur la pelouse devant la maison au cours de l'après-midi de la disparition de la fillette. Elle entra dans la maison un court instant. Au cours de ce moment, son fils vit ce qu'il appelait une voiture de course noire renverser une petite fille de sa bicyclette. Il vit ensuite une grande fille aux cheveux longs sortir de la voiture et aider la fillette à monter à bord. La voiture avait ensuite filé. Apparemment, le petit garçon avait assisté à l'enlèvement de Vicky Lynn Hoskinson. Sa version des faits donnait plus de poids à la thèse de l'enlèvement de Vicky par une femme et sa présence au centre commercial. L'enfant était trop petit pour fournir d'autres informations utiles et sa mère n'avait rien vu ni entendu d'autre. Les agents ratissèrent le secteur où le vélo de Vicky Lynn avait été trouvé pour voir si quelque chose ne leur avait pas échappé. L'agent Bagley trouva alors un indice très significatif, un détail qui avait échappé à tout le monde jusque-là. Il y avait une marque récente sur un poteau à environ 40 ou 45 cm du sol. C'était trop près du sol pour avoir été causé par une grosse voiture. Cette marque avait l'air récente. On pouvait présumer que la voiture qui avait frappé la bicyclette avait ensuite embouti ce poteau. La petite voiture noire immatriculée en Californie et aperçue à quelques mètres de là pouvait avoir frappé le poteau à cette hauteur. Bagley demanda à ses collègues si quelqu'un leur avait signalé la présence dans le secteur d'une voiture noire dont les plaques d'immatriculation provenaient d'un autre État. C'était arrivé à un des détectives. Plus tôt le même jour, il avait interrogé Sam Hall, l'entraîneur de l'école élémentaire. Hall avait aperçu une voiture suspecte près de la cour de l'école vers 15 h le 17 septembre, seulement 20 minutes avant la disparition de Vicky. Il remarqua d'abord cette voiture noire au profil bas avec des plaques de la Californie. Elle roulait lentement près de la cour d'école. Il avait ensuite remarqué que le conducteur regardait les enfants jouer. Il avait les cheveux longs et portait une barbe. Hall déclara au détective Demers que lorsqu'il vit le visage de l'inconnu, un frisson lui parcourut l'échine. Il m'a dit que ses cheveux s'étaient dressés sur sa tête quand il a vu cet homme. Il a donc continué à le surveiller. Quand l'homme repartit, Hall eut la présence d'esprit de noter le numéro de sa plaque d'immatriculation.
Le lendemain, lorsque ce professeur d'éducation physique apprit que Vicki Lynn Hoskinson avait disparu, il eut l'intuition que son témoignage pouvait se révéler important. Quand j'ai entendu la déposition de Sam Hall et obtenu le numéro de plaque d'immatriculation, j'étais très content, parce que je croyais que c'était le filon que nous attendions. Il faudrait quelques heures au FBI pour trouver le propriétaire de la voiture avec le numéro de la plaque. Les enquêteurs ignoraient s'il y avait le moindre lien entre la femme étrange du centre commercial et l'homme à la barbe à bord de la voiture. Les enquêteurs qui travaillaient sur cette affaire étaient tous très impliqués au plan émotionnel. Chaque heure qui passait nous enlevait un peu d'espoir de retrouver Vicki saine et sauve. 3 jours après la disparition de sa fille, Debbie Carlson tint une conférence de presse accompagnée de sa famille. Elle supplia le ravisseur de lui rendre sa fillette saine et sauve. En s'adressant à un aussi large auditoire par le biais du bulletin de nouvelles du soir, elle espérait qu'un téléspectateur qui savait où sa fille se trouvait appellerait la police. Pendant un instant, j'étais certaine qu'on allait la retrouver. L'instant d'après, je m'attendais à les voir entrer et m'annoncer qu'ils avaient trouvé son corps. Je me demandais si je me retrouverais à des funérailles 3 jours plus tard. Je me demandais aussi si ma fille ferait partie de ces enfants disparus qu'on ne retrouve jamais. Peu à peu, le FBI s'approchait de la réponse. Le propriétaire de la voiture noire s'appelait Frank Jarvis Atwood, 28 ans. Il résidait à Los Angeles. Les agents transmirent ces informations au service d'identification du FBI pour vérifier ses antécédents. Il était environ 22 heures quand nous avons reçu un fax de la division d'identification. Ça nous a donné un choc parce que nous avons constaté qu'il avait déjà été condamné pour attentat à la pudeur et aussi pour l'enlèvement d'un enfant. Frank Atwood était en liberté conditionnelle en Californie. Les agents du FBI de l'Arizona alertirent immédiatement les agents de cet État. Ils décidèrent de ne pas en parler aux Carlson avant d'en savoir plus. Le lendemain, soit le 4e jour depuis la disparition de Vicki Lynn Hoskinson, les agents se rendirent à l'adresse où la voiture d'Atwood était enregistrée. C'était la résidence de ses parents. Son père, Frank Atwood Sr., était un retraité de l'armée. Atwood et sa femme reconnurent que leur fils avait déjà commis des crimes par le passé. Ils déclarèrent également qu'il leur avait rendu visite quelques jours plus tôt, mais qu'ils ignoraient où il se trouvait maintenant. Les agents leur annoncèrent qu'il était peut-être impliqué dans l'enlèvement d'un enfant et que chaque minute comptait. Les parents du suspect n'eurent rien d'autre à ajouter. Les agents leur laissèrent une carte de visite au cas où ils apprendraient quelque chose. Sa mère était très protectrice à son égard. Quand nous leur avons dit que nous pourrions peut-être sauver Vicki Lynn si on agissait assez vite, son père nous écoutait attentivement. Quelques heures après le départ des agents, les Atwood reçurent un appel. C'était leur fils, Frank. Il avait besoin de leur aide. Il leur annonça que sa voiture était tombée en panne au Texas et leur demanda de lui envoyer de l'argent par transfert bancaire pour la faire réparer. Sa mère nota son adresse et lui dit de ne pas s'inquiéter. Son père recopia l'adresse et sortit. Il se rendit à une cabine téléphonique pour appeler le FBI.
Il donna aux agents l'adresse d'un garage de Kerrville au Texas où son fils Frank et un ami attendaient de l'argent pour faire réparer la transmission de la voiture. Les agents du bureau de la Californie contactèrent leurs collègues de l'Arizona qui, à leur tour, appelèrent des agents du Texas pour procéder à l'arrestation d'Atwood. Les autorités se mirent en contact avec le garage en question. Le gérant confirma qu'Atwood était bien là en compagnie d'un autre homme. Il ne voyait personne d'autre avec eux. Il ignorait si Atwood était armé. Les agents lui demandèrent de le retenir jusqu'à leur arrivée. L'engrenage pour arrêter Atwood était maintenant en marche. Il restait encore à l'agent Begley un autre appel à faire et il hésitait encore. Nous ne savions pas si nous devions aviser les parents de la situation. Tout se passait si vite. Nous étions inquiets à l'idée que Vicky était peut-être avec lui dans cette voiture. Toutes sortes d'hypothèses nous traversaient l'esprit. En fin de compte, ils décidèrent d'aviser les Carlson de ce revirement soudain de l'enquête. Il y avait maintenant trop d'informations pour les tenir secrètes plus longtemps. Ils sont venus nous voir pour nous apprendre qu'ils s'apprêtaient à procéder à cette arrestation dans un autre État et qu'il en serait question aux nouvelles télévisées. Ils nous ont donné les détails concernant la situation et le nom de celui qui allait être arrêté. Il n'y avait aucune trace de Vicky. Les policiers surveillaient le suspect de près. Sans aucun indice sur l'endroit où la fillette se trouvait, sans même savoir si elle était encore en vie, les agents fédéraux passèrent à l'action et arrêtèrent Atwood sur présomption d'enlèvement. Quatre jours après la disparition de Vicky Lynn Hoskinson en Arizona, le FBI procéda à l'arrestation d'un suspect à Kerrville au Texas. Frank Atwood et son compagnon de voyage, James McDonald, ne résistèrent pas à leur arrestation dans un garage. On les mit en détention provisoire. Il n'y avait aucune trace de Vicky. Gary Dimmers du bureau du shérif de Tucson se rendit au Texas pour interroger le suspect. Il nous a dit qu'il acceptait de nous parler de certaines choses, mais pas de tout. Il a reconnu s'être trouvé dans la région de Tucson. Les antécédents d'Atwood en matière d'attentat à la pudeur et d'enlèvement d'enfants en faisaient un suspect important dans cette affaire. Atwood avoua s'être trouvé dans le quartier où vivait Vicky le lundi 17 septembre, soit le jour de sa disparition. Il déclara qu'il s'était arrêté dans un parc du coin. Vers 15 heures, il le quitta pour aller s'acheter de la drogue et y retourna 2 heures plus tard. Il ne put dire aux policiers ce qu'il avait fait au cours de cette période. Il n'y a à savoir quoi que ce soit au sujet de la disparition de Vicky. James McDonald corrobora le témoignage d'Atwood. Il déclara que le jour en question, il s'était disputé avec Atwood dans le parc vers 15 heures. Tout de suite après, Atwood était parti avec sa voiture pour environ 2 heures. McDonald ajouta que lorsqu'Atwood revint vers 17 heures, ses vêtements et ses mains étaient tachés de sang. Atwood lui dit qu'il s'était bagarré avec un vendeur de drogue et qu'il l'avait poignardé. McDonald donna à la police les noms des personnes qu'Atwood et lui avaient fréquentées à Tucson. La plupart d'entre eux étaient des itinérants. On cessa d'enquêter sur la mystérieuse inconnue du centre commercial pour se concentrer sur Atwood.
Mais Debbie Carlson n'était pas prête à abandonner la piste de l'inconnu. Au début, je voulais m'accrocher à cette possibilité, celle d'une femme qui avait peut-être perdu son enfant et qui essayait de le remplacer. Je crois que ça m'a aidé à tenir le coup au cours de la première semaine, car je me disais qu'elle prenait soin de ma fillette. Même si Debbie Carlson s'accrochait à cet espoir, les enquêteurs étaient de moins en moins optimistes quant à l'issue de cette enquête. Hey, Mom, I love you. Quand on l'a arrêtée et qu'on s'est aperçu qu'elle n'était pas avec lui, je suis brusquement revenue à la réalité. J'ai compris que le « je t'aime » prononcé par ma fille serait sans doute les derniers mots qu'elle m'aurait adressés à moi. Pendant que les agents du FBI demandaient la permission de fouiller la voiture d'Atwood, les agents de l'Arizona et les policiers de Tucson rentrèrent le lendemain pour retracer les itinérants dont avait parlé McDonald. 2 hommes déclarèrent qu'Atwood avait dormi quelques nuits dans leur roulotte. L'un d'eux, qui se faisait appeler Mad Dog, se rappelait l'avoir vu le lundi soir, peu après la disparition de Vicky. Sa version des faits corroborait celle de Jim McDonald, le compagnon de voyage d'Atwood. McDonald avait remarqué du sang sur ses vêtements, son couteau et ses bottes. Mad Dog a dit la même chose. Il a aperçu ces taches de sang alors que les 2 hommes se trouvaient dans la roulotte et ils ont même discuté du fait qu'il devrait peut-être se débarrasser de ses vêtements et de son couteau. Les agents obtinrent un mandat les autorisant à fouiller la roulotte. Leur mission, trouver des preuves de l'implication du suspect dans l'enlèvement et le meurtre. Au début, les recherches semblaient prometteuses. Ils recueillirent une couverture qui semblait tachée de sang, de même que la brosse à cheveux présumée d'Atwood. On soumit les 2 objets à une batterie d'analyse sanguine et à une recherche de micro-indices. Malheureusement, il n'y eut rien de concluant. On ne trouva jamais les vêtements et le couteau du suspect. Les recherches ne furent pas interrompues pour autant. Les agents du FBI et les détectives dont je faisais partie ont continué à chercher Vicky Lynn Hoskinson. Notre degré de frustration était assez élevé parce que nous ne parvenions pas à la retrouver. Le secteur était vaste et il y avait beaucoup d'endroits déserts. Nous tentions de mettre à profit toutes les techniques d'investigation disponibles, mais sans résultat. Nous avons tout de même continué à suivre toutes les pistes. Les détectives continuèrent à ratisser le parc où Atwood avait passé la majeure partie de son temps lors de son séjour à Tucson. Ils y rencontrèrent un couple qu'ils connaissaient. Ils avaient vu le suspect portant des vêtements tachés de sang le jour de la disparition de la fillette. Atwood leur avait confié avoir poignardé un vendeur de drogue qui tentait de le rouler. Peut-être disait-il la vérité, mais le fait qu'il ait utilisé son couteau au moment précis de la disparition de Vicky était une coïncidence troublante. Les enquêteurs avaient obtenu des témoignages incriminants sur Atwood, mais ils n'avaient aucune preuve matérielle ni le corps de la victime pour le faire inculper. Pour démontrer que la fillette s'était trouvée à bord de sa voiture, il devait d'abord y trouver des cheveux ou des fibres identiques aux échantillons recueillis dans la chambre de la victime. Malheureusement, ils n'eurent pas cette chance. Nous n'avons pas pu identifier le moindre cheveu, ni fibre ou trace de sang. Lors de cette enquête, les meilleurs experts judiciaires au pays travaillaient pour le FBI. Ce sont eux qui ont examiné le véhicule.
Je crois fermement que s'il y avait eu quelque chose, il l'aurait trouvé. Ce que les experts cherchaient ne se trouvait peut-être pas à l'intérieur de la voiture, mais plutôt à l'extérieur. Les experts du FBI prélevèrent un échantillon de peinture de la bicyclette de Vicky pour le comparer à une tache de peinture rose trouvée sur le pare-choc avant de la voiture d'Atwood. La tache, qui ne mesurait que quelques millimètres de largeur, fut examinée par le service d'analyse des matériaux du FBI. L'expert assigné à ce cas mourut peu après avoir complété les examens. L'ex-agent spécial et expert James Corby durait examiner les minuscules indices. En général, nous n'avons pas de lien avec la victime ou sa famille. Et l'on travaille sur tant de cas qu'on essaie de ne pas s'impliquer au plan émotionnel. Mais c'est plus difficile lorsque le crime implique un bébé, un jeune enfant ou quelqu'un sans défense. On travaille encore plus fort pour établir une preuve. S'il n'y a rien, on ne peut rien faire. Malgré tout, notre analyse de ces cas est plus critique. C'est sans doute dans la nature humaine d'agir ainsi. À l'aide d'analyses microscopiques et chimiques, Corby établit que la peinture du vélo et celle sur le pare-choc étaient parfaitement identiques. Il trouva également des traces de chrome du pare-choc de l'auto sur le vélo. Il y avait eu échange de matériaux. La peinture du vélo se retrouvait sur l'auto du suspect. Le plaquage au chrome de l'auto était quant à lui sur le vélo. On pouvait donc affirmer qu'il y avait eu contact entre le vélo et l'auto. C'était un excellent départ, mais sans le corps de la fillette, cela ne suffirait pas à faire accuser Frank Atwood Jr. du meurtre de Vicky Lynn Hoskinson. Les autorités s'attendaient à rencontrer beaucoup d'écueils au cours de cette bataille juridique. Il y avait peu de témoins, peu d'indices et pas de corps de la victime. L'issue de l'affaire Atwood était encore difficile à prédire. Près de 3 semaines après la disparition de la petite Vicky Lynn Hoskinson d'une rue de son quartier de Tucson, Frank Atwood fut arrêté au Texas et accusé d'enlèvement. Vicky était toujours manquante et présumée morte. Sans son corps, les enquêteurs savaient qu'il serait pratiquement impossible de faire inculper le suspect d'homicide. La population de Tucson, qui partageait ce cauchemar jour après jour avec la famille, apprit alors qu'Atwood avait déjà échappé au système juridique par le passé. Il était en liberté conditionnelle après avoir purgé 3 ans d'emprisonnement d'une peine de 5 ans. Il avait plaidé pour que les accusations d'attentat à la pudeur d'un garçon de 7 ans soient réduites à une peine d'enlèvement. En colère, les citoyens de Tucson descendirent dans les rues en appui à la famille de Vicky pour protester contre les lois qui régissaient les crimes sexuels impliquant des enfants. La plupart d'entre eux arboraient un ruban jaune pour indiquer qu'ils croyaient toujours qu'on pouvait retrouver la fillette saine et sauve. Atwood protesta pour ne pas être envoyé en Arizona. Le FBI dut abandonner les accusations contre le suspect car rien ne prouvait que Vicky avait été emmenée dans un autre État. Les charges d'enlèvement de l'Arizona étaient néanmoins toujours valides. En novembre, plus d'1 mois après la disparition de la fillette, Atwood fut conduit en Arizona sous l'œil vigilant de ses gardiens. Il attendait son procès pour enlèvement. On lui refusa le droit d'être remis en liberté sous caution. Je vais toujours me rappeler le jour où l'on m'a annoncé que ça prendrait au moins 6 mois. Je me suis dit, 6 mois? Mais vous êtes fou ou quoi? J'étais loin de me douter que ça prendrait presque 3 ans. Le 3 décembre 1984, Frank Jarvis Atwood, rasé de près et propre, plaida non coupable lors de la lecture de son acte d'accusation. En raison de la publicité entourant cette affaire, le juge exigea que le procès d'Atwood fût tenu à Phoenix plutôt qu'à Tucson.
La sélection du jury fut longue et ardue. Elle ne fut complétée qu'après 6 semaines. Mais l'affaire continuait à progresser. Le 12 avril 1985, une femme qui promenait son chien près de la route principale trouva un petit crâne humain dans un secteur désertique du nord-ouest de Tucson. Nous avons immédiatement restreint l'accès au secteur. On a demandé l'aide du FBI. Nous avons systématiquement fouillé tout le coin. Les différentes parties du corps avaient été dispersées par des animaux. Nous avons pris le temps qu'il fallait. Je crois que nous sommes restés là pendant 5 jours à recueillir tout ce qui se trouvait là. Près d'une centaine de personnes fouillèrent méticuleusement les 50 km² de désert. Les enquêteurs photographièrent le secteur pour garder une image précise de l'état des lieux. Ensuite, les experts notèrent soigneusement les endroits où se trouvaient les indices à recueillir. Lorsque les indices sont rares, oublier le plus petit fragment d'os peut avoir des conséquences graves. 12 heures par jour, pendant 5 jours, les autorités recueillirent des fragments d'os, les enregistrèrent dans leur relevé, de même que leur emplacement exact et leurs conditions. À la fin de mai 1985, plus de 20 sacs d'indices furent envoyés au laboratoire pour identification. Il y avait notamment une portion d'une mandibule inférieure qui contenait encore des dents. Un témoin déclara alors qu'il avait vu Atwood arriver dans le secteur accompagné d'un enfant pour ensuite en repartir seul. Selon le coroner qui analysa l'usure des os, ils avaient été soumis aux intempéries pendant environ 8 mois. Grâce aux dents, on put démontrer qu'il s'agissait bien de la dépouille de Vicki Lynn Hoskinson. Ils ont trouvé la mâchoire inférieure dans le trou d'une marmotte. 1 an plus tard, une des membres de l'équipe de recherche a déposé un bouquet de fleurs dans ce même trou. Vicki Lynn a marqué beaucoup de gens. Ces personnes n'ont jamais connu notre fillette, très vive, un peu garçon manqué. Mais je crois que quiconque a vécu ici lors de sa disparition se souviendra à quel point elle a resserré les liens entre nous tous. La dépouille de Vicki fut mise en terre le 30 mai 1985. « 500 personnes assistèrent à ses funérailles. Toute la population était choquée que la vie de cet enfant ait été interrompue aussi prématurément. Quant à sa mère, Debbie Carlson, elle s'est juré que la mort de Vicki ne serait pas vaine. Je suis devenue très active au plan politique en ce qui concerne les droits des enfants. Nous sommes parvenus à faire changer quelques lois en Arizona. Avoir cet objectif m'a sauvée. Cela m'a permis d'avoir un certain recul sur la douleur qui me déchirait le cœur. Je posais des gestes positifs pour Vicki et tous les autres enfants. Ma fille n'est pas morte pour rien. Elle a permis d'importants changements. Frank Atwood fut finalement inculpé de meurtre au premier degré. Le 26 mars 1987, soit 2 ans et demi après la disparition de Vicki, le jury l'a trouvé coupable et l'a condamné à mort. Mais on n'oublie jamais pareil cas. Après toutes ces années, les personnes impliquées se souviennent encore du désespoir qu'elles ont alors ressenti.
Je n'oublierai jamais le bruit de l'hélicoptère. Encore aujourd'hui, quand j'entends un hélicoptère, je me rappelle cette période. L'odeur de l'air, le temps de l'année où ça s'est produit, et le bruit de l'hélicoptère me reviennent sans cesse en tête.